Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans En direct de chez vous. Nous voici aujourd'hui à Angoulême, sur les bords de la Charente, sur le site de l'ancienne papeterie de papier à cigarette Le Nil de Bardou-Brousseau. Ce papier à cigarette que les plus anciens ont bien connu, avec un éléphant imprimé sur le carton. Alors l'usine a fermé en 1970 et le musée a ouvert en 1988. C'est pour remonter ce temps et découvrir son passé, son présent et son avenir que nous sommes là, pour retracer la belle histoire de l'industrie papetière à Angoulême et visiter ce magnifique musée en compagnie de son directeur, M. Florent Gaillard-Gentillot, qui est à mes côtés sur les bords de cette belle Charente et en face du bâtiment. Bonjour Florent. Bonjour Jean-Michel. Alors nous sommes heureux d'être là. On est, nous, à 2 pas avec la radio et c'est vrai que nous n'étions pas venus encore vous visiter. Nous rattrapons cette lacune pour que vous nous contiez l'histoire de cette maison dont vous êtes le directeur aujourd'hui, mais qui plonge ses racines dans des temps immémoriaux pratiquement. Oui, merci Jean-Michel de venir aujourd'hui nous retrouver dans ce site magnifique du Nil. Nous sommes au bord de la Charente, mais on a coutume de l'appeler le Nil puisque, comme vous l'avez rappelé, eh bien, cette usine portait le nom du Nil. On y reviendra tout à l'heure. C'est un site, je vous le dis, assez merveilleux parce qu'il est bien sûr sur l'eau. Et donc, comme tous les bâtiments, comme toutes les villes sur l'eau, la lumière donne un charme particulier et change régulièrement. C'est un site extrêmement riche d'histoire puisque nous sommes ici à l'emplacement de moulins, mais de moulins très anciens, qui étaient ceux de l'abbaye de Saint-Cybard. Donc une abbaye qui avait été implantée ici autour du tombeau d'Éparchus, ce moine, ce reclus, qui pendant de nombreuses années a vécu ici au pied des remparts d'Angoulême, dans une grotte où il est mort en 581, donc au VIe siècle. Et une abbaye s'est développée ensuite au pied des remparts d'Angoulême, un peu à l'emplacement aujourd'hui du vaisseau Moebius de bande dessinée. Et ces moines, qui comptaient d'ailleurs des écrivains, des hommes de grand talent, comme Adhébar de Chabannes, qui est un des grands historiens du Moyen-Âge et de la période mérovingienne, ces moines avaient construit, normal, sur le fleuve Charente, des moulins à blé. Et donc, l'ancêtre en quelque sorte du musée du papier, de ces moulins, ce sont eh bien, des moulins à blé qui se sont développés ici, vous voyez, donc à partir du Moyen-Âge, et qui sont restés actifs jusqu'à la Révolution. La Révolution, bien sûr, c'est une date importante dans l'histoire de notre pays. C'est aussi la fin de cette abbaye, puisqu'elle est vendue comme bien national, après presque 1500 ans d'histoire. Donc c'est vrai que ce site a été religieux pendant 1500 ans. Religieux et industriel, hein. C'est souvent les moines qui ont lancé l'industrie, si on peut dire, parce qu'il y avait plusieurs moulins. Tout à fait. Ces moulins existaient déjà à l'emplacement donc de l'immeuble pont du musée du papier. Et ce sont, à partir de la Révolution, donc des familles locales, et je pense bien sûr notamment à des familles connues comme les Lacroix, qui vont industrialiser ce lieu à l'époque de la Révolution industrielle, donc on va dire à partir des années 1830-1850, on va voir ce bâtiment, ces moulins à blé, transformés en moulins à papier et surtout en industrie, avec la machine à papier en continu qui va être installée ici par la famille Lacroix frères. Donc le grand mouvement industriel commence. Après 1500 ans d'occupation religieuse, on a 150 ans à peu près d'activité industrielle très riches qui vont se développer ici dans ce site du Nil, et le bâtiment va être enrichi, développé, agrandi pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est vrai que on a la chance d'avoir un site extraordinaire qu'on partage aujourd'hui avec l'École européenne supérieure de l'image. Ce bâtiment est, c'est vrai, d'un grand intérêt. On va pouvoir d'ailleurs y revenir. Alors on va les visiter. Alors vous parliez de la famille Lacroix, c'est le fameux papier à cigarette Riz Lacroix, avec cette petite croix au bout. Tout à fait, qui s'est implantée, elle, dans le quartier de Saint-Cybard et également tout près d'ici, sur la place du Noix, où est aujourd'hui installé Apart City. Voilà. Bon, très bien. Alors, par quoi allons-nous commencer pour visiter cet endroit? D'abord, des bâtiments ont dû être sans doute détruits quand on regarde en allant vers la Charente, qu'on descend en face de la bande dessinée, on tourne à droite et vous avez en contrebas ce musée du papier. Ça, c'est pour vous situer si vous voulez venir un jour. Et vous allez vous garer, il y a un parking. Et là, on a une grande cheminée d'usine qui est toujours là. Justement, je vous propose que nous avancions vers cette cheminée, parce que cette cheminée, c'est un peu notre clocher, notre tour. Elle raconte une histoire
et elle porte la mémoire de ces milliers d'ouvriers et d'ouvrières qui, au fond, vous voyez, des années 1830 jusqu'en 1970, ont travaillé ici à fabriquer du papier. Alors d'abord avec les Lacroix, papier à lettres et toutes sortes d'autres papiers. On a la chance d'avoir des archives passionnantes sur cette période. Et puis à partir des années 1920, la fabrication du papier à cigarette avec la famille Brousseau et la famille bien sûr de Perpignan, la famille Bardou qui s'était implantée et alliée au Brousseau à Angoulême. Donc cette cheminée est un peu un emblème pour nous bien sûr. Elle raconte cette histoire très ancienne et c'est un fait particulier et c'est assez rare. Elle est protégée au titre des monuments historiques, c'est-à-dire qu'elle a été reconnue par l'État comme ayant un intérêt patrimonial certain, puisqu'elle rappelle bien sûr toute activité industrielle si dense qui s'est développée ici autour de la Charente, essentiellement autour du papier. Et c'est vrai que tout autour, nous sommes environnés par des bâtiments liés au papier. Alors l'usine bien sûr du Nil, transformée aujourd'hui bien sûr en musée et en école des beaux-arts, mais aussi en face, vous apercevez les chais Magélis, le musée de la bande dessinée, qui était à l'origine d'entrepôts de vin, mais surtout ensuite une usine qui fabriquait des feutres pour sécher le papier. De l'autre côté de la Charente, aussi à côté du cloître alsacien Vélaire, on retrouve la tradition des Vélaires autour des toiles métalliques pour coucher le papier. Derrière moi, sur l'île, ici, il y avait une fonderie, puisque pour faire du papier, il faut des machines. Et donc, on a tout un ensemble, finalement, toute une économie liée au papier qui s'est développée ici, autour du fleuve Charente, autour de cette île de Saint-Cybard. C'est intéressant ce que vous dites, à un moment où on se pose la question de la réindustrialisation de la France. Vous êtes en train de nous montrer sur ce bout de terrain toutes les industries qu'il y avait et qui fonctionnaient ensemble dans une belle harmonie. Alors cette cheminée magnifique, elle servait à quoi? C'était pour chauffer, pour entraîner les machines? C'était Sûr, parce tout à fait. qu'on a l'eau aussi. Bien sûr, on a l'eau, mais il ne faut pas oublier bien sûr qu'à l'époque, on était avant la partie électrifiée et donc les machines fonctionnaient avec l'industrie bien sûr hydraulique. Donc c'était des roues à aubes qui entraînaient les machines et bien sûr et il y avait ici à côté une chaufferie qui permettait également effectivement de sécher le papier puisque dans cette usine du Nil, on fabriquait le papier et ensuite on le façonnait. Donc il y avait les deux éléments. Alors certains éléments ont disparu comme la chaufferie qui était juste ici à côté, mais d'autres ont été heureusement réhabilités et sont conservés aujourd'hui dans ces bâtiments magnifiquement réaménagés après une longue période de vacances, puisque on peut dire qu'à partir de 1970 jusqu'aux années 80, ce lieu est devenu une friche, puisque l'usine était fermée, c'était un peu la crise du papier, beaucoup de ces entreprises autour ont fermé leurs portes, le quartier était devenu vraiment un quartier un peu oublié, et ça a été une volonté municipale des élus à la fin des années 70 de se réapproprier le fleuve Charente. Et donc la ville, en 1979, a racheté les bâtiments de l'ancienne usine du Nil pour les transformer en musée et en école des beaux-arts. C'était un chantier pharaonique, puisque le bâtiment s'était un peu enfoncé. Il a fallu assécher la Charente quelque temps, refonder les bases avec du béton et reconstruire une partie du bâtiment. On a fait appel à des très grands architectes, puisque c'est notamment Reichen et Robert qui avaient restauré aussi la halle de la Villette à Paris, que vous connaissez bien, où il y a de très belles expositions. Ce sont les mêmes architectes qui ont travaillé ici et qui ont gardé au fond les murs et qui ont réinventé les intérieurs pour installer l'École européenne supérieure de l'image et le musée du papier, dont le but bien sûr était de conserver cette mémoire industrielle qui avait tant marqué ici le quartier, où des milliers d'hommes et de femmes ont travaillé. Et je voulais garder le souvenir bien sûr d'un ingénieur qui vient souvent me voir, qui est un vieux monsieur aujourd'hui, mais qui a beaucoup travaillé ici, qui me dit quand je suis arrivé à Angoulême, dans les années 50, dans ce quartier de Saint-Cybard, il y avait du monde partout. Il y avait à peu près, le papier employait à peu près 10 000 personnes. C'est assez considérable. Et on voyait les ouvriers, les ouvrières qui avaient leur petit encas, qui allaient déjeuner au bord de la Charente. Il y avait une activité incroyable. Et puis après, il y a eu cette chute, cette fermeture du monde du papier qui a été terrible pour la ville d'Angoulême, bien sûr. Mais aujourd'hui, vous savez qu'Angoulême a rebondi autour de l'image. Et au fond, ce site industriel abandonné est en train de renaître
autour de tous ces sites, du musée, des écoles. Il y a plus de 12 écoles aujourd'hui autour de l'image, autour de ces studios de l'image, autour de ces industries de l'image, autour de ces musées, le vaisseau Moebius, le musée de la bande dessinée. Et on revoit aujourd'hui, alors ce ne sont plus les ouvriers, ce sont les étudiants, ce sont les professeurs, ce sont les professionnels qui retrouvent, qui se réapproprient ce lieu et qui est en pleine renaissance. Et c'est vraiment un bonheur aussi de voir ce site du musée du papier renaître. Et je crois que les touristes et les visiteurs que nous avons sont très sensibles. Non seulement, bien sûr, à la beauté d'un site qui est Natura 2000, avec des îles, des arbres, quelque chose de très naturel, qui a été très préservé, et très sensible aussi à sa renaissance. Il n'y a pas eu ici on va dire, de massacre architectural. Au contraire, on a su intelligemment réhabiliter une architecture industrielle très ancienne pour quelque part la magnifier et lui donner une nouvelle vocation. Donc c'est quelque chose d'assez extraordinaire et de très beau et aussi de très rare. Merci Florent pour toute cette vie que vous nous faites suggérer par la parole. On entend en toile de fond les élèves justement de cette école. Et maintenant, devant ce bâtiment où quand nous enregistrons dans les conditions du direct, eh bien, il est baigné de soleil et c'est vraiment très agréable. Alors maintenant que nous avons vu cette immense cheminée témoin d'un passé glorieux et industriel, où est-ce que vous allez nous mener? Peut-être entendre un peu l'eau et voir les anciennes machineries de cette usine à papier. Oui, écoutez, nous allons retrouver ce qu'on appelle le Rez de Charente, puisque nous avons au rez-de-chaussée, si vous voulez, 2 grandes salles qui nous racontent un petit peu l'histoire de cette industrie. C'est une sorte de centre d'interprétation autour du fleuve et des industries. Et nous avons la chance de garder une roue à aubes. Donc ces roues, vous savez, dont les mécanismes remontaient au Moyen-Âge, très présentes dans les moulins à eau autour d'Angoulême. Il y en avait plus d'une soixantaine sous Louis XIV déjà, qui fabriquaient du papier. Et nous en conservons une qui nous rappelle la force de l'énergie hydraulique. Nous sommes ici sur un fleuve. Et donc avant l'électrification de cette usine, eh bien, l'énergie venait de l'eau et entraînée par toute autre sorte de poulies, des machines pour fabriquer le papier. Donc il faut imaginer que toute cette partie du rez-de-chaussée, aujourd'hui, où vous avez ce centre d'interprétation, où on retrouve l'histoire du fleuve, l'histoire de toutes ces industries qui se sont développées, là étaient essentiellement les machines. C'était la partie la plus dure de l'entreprise, celle qui vivait 24 heures sur 24, ou plutôt travaillaient les hommes d'ailleurs, dans un contexte de chaleur. Et les femmes étaient plus placées dans les étages où elles fabriquaient donc les cahiers de papier à cigarettes, où elles les façonnaient dans les étages plus élevés. Mais la partie basse vraiment est marquée par le travail des machines et aussi, et vous l'entendez déjà, par le bruit de l'eau. C'est le charme d'un moulin. Un moulin, c'est un lieu évidemment qui est toujours marqué par cette eau qui coule et qui entraîne souvent des machines. Et c'est toute la force des moulins et le charme des moulins. Alors les touristes nous disent, ça ne vous dérange pas, ce bruit de l'eau? Je dirais qu'au bout de quelques temps, on ne l'entend plus, parce que c'est un bruit continu. Et encore par certains jours d'hiver, quand la Charente est très haute, c'est vrai que pour les visites guidées, nous avons dû faire appel à des casques et à des micros pour notre médiateur David Garando, voilà, qui reçoit ici beaucoup de jeunes, beaucoup de publics adultes, beaucoup de touristes qui veulent en savoir plus sur l'histoire du lieu. Ça, il y a un confort sonore et le médiateur peut raconter l'histoire du site et de l'industrie avec évidemment une facilité plus grande qu'avec ce bruit de l'eau. Mais alors, on est bercé aussi par ce bruit. Alors vous parlez de ce bruit de l'eau, j'ai enregistré dans des moulins et notamment celui de la forge à Rancogne et je voulais noter 2 choses. Alors d'abord oui, ça fait du bruit, c'est un bruit continu et ça nous donne la puissance de cette eau. Et quand j'ai vu tous ces appareils à rouleau, les meules, les trieurs qui fonctionnent juste avec cette roue à aubes qui elle fait 4 mètres, j'ai été impressionné par cette force de la Tardoire là, c'est pas la Charente, c'est plus petit, mais c'est incroyable. Alors je me doute qu'ici où c'est démultiplié, ça devait être quand même assez impressionnant et assourdissant à l'époque où on ne portait pas de casque ou de bouchon dans les oreilles. Le travail des ouvriers a été très dur et c'est vrai qu'on évoque dans l'histoire du musée aussi la condition ouvrière, notamment à partir des années 1830, à l'époque où il n'y avait pas de loi pour encadrer le travail. Donc heureusement parfois les patrons comme ici étaient plutôt des patrons sociaux, donc ont su créer des caisses de retraite, ont su créer des crèches pour les femmes qui travaillaient là, qui avaient des enfants, ont su créer aussi des sociétés de secours mutuels pour les protéger, il n'y a pas de sécurité sociale. Mais c'est vrai que les lois sociales ne sont apparues que petit à petit
Donc au début, c'était un travail très dur, travailler dans une papeterie et notamment travailler autour des machines. Et avec notamment avec la machine à papier en continu qui nécessitait quand même une présence continuelle, jour et nuit. La machine ne s'arrêtait pas. La machine ne s'est arrêtée que lorsque l'usine a fermé ses portes ici en 1970. Alors, on parle de cette usine, mais où logeaient tous ces employés, tous ces ouvriers? Alors c'est une très juste remarque, Jean-Michel, que vous évoquez là, parce que c'est tout le développement d'une ville que vous évoquez ici. Ce quartier du Nil, ce quartier de Saint-Cybard, a été marqué, je vous le disais, par de nombreuses industries, bien sûr. Vous parliez tout à l'heure des Lacroix, ici les Bardot-Brousseau, en face les Vélair, ici juste en face le vaisseau Moebius, était une fabrication de bière, une brasserie, les grandes brasseries alsaciennes. Tous les hommes et les femmes qui travaillaient là, donc des milliers de personnes souvent, s'étaient pour la plupart installés dans le quartier de Saint-Cybard. C'est pour ça que le quartier de Saint-Cybard est devenu un quartier ouvrier qui s'est beaucoup développé au 19e siècle. Et de nombreuses familles ont fait souche ici. Et des fois, on voit revenir ici des enfants, des petits-enfants d'ouvriers ou d'ouvrières qui nous amènent un souvenir, une photo de leur grand-mère en disant mais ma grand-mère a travaillé ici pendant de nombreuses années et elle aimait son travail, elle était très attachée à ce travail. Et on a notamment des photos très impressionnantes du centenaire du Nil. En 1949, il y a eu ici dans l'usine un grand banquet avec 900 personnes, ouvriers, ouvrières, rassemblées. Et pour l'occasion, les ouvrières avaient fabriqué des petites roses de papier, voilà, qui décoraient tous les murs. Donc c'est des souvenirs très attachants et qui reviennent comme ça dans nos fonds d'archives et qui nous sont donnés régulièrement par des enfants ou des familles. Donc il y a vraiment il y a une tradition ouvrière ici. Et le musée, quelque part, est là pour rappeler, non seulement bien sûr le papier, qui est le grand ambassadeur d'Angoulême depuis la fin du Moyen-Âge, mais aussi, il ne faut pas les oublier, tous ceux qui ont réalisé ces papiers, ces hommes et ces femmes, qui sont assez extraordinaires, qui faisaient un travail de très grande qualité. On peut rappeler que ce papier d'Angoulême, il a été exporté, bien sûr, dans le monde entier, puisque ne serait-ce que l'usine Le Nil avait une antenne aussi en Australie. Donc c'est dire, vous voyez, le rayonnement du papier d'Angoulême. Cognac avait son eau de vie, Angoulême avait son papier. Alors, puisque vous parlez de papier, je vais récupérer mon petit carnet et puis nous allons peut-être suivre, comme si nous étions ici en touriste, mais là en touriste éclairé avec vous, pénétrer dans cette bâtisse, parce que maintenant vous nous avez salivé, il faut y aller. Alors, on entend déjà que le bruit de l'eau s'intensifie, voilà. On passe une porte. C'est quand même très ajouré partout, il y a des escaliers, il y a des passages, il y a des passerelles et on est au-dessus de la Charente. Voilà, et on est accueilli ici par une grande carte Charente-Confluence qui nous montre les 381 km du fleuve Charente qui depuis Chéronac, sa source jusqu'à Rochefort, jusqu'à Port-des-Barques, eh bien, nous montre tous les méandres de ce fleuve et surtout les principales villes où le commerce s'est développé et où les entreprises, quelque part, sont nés autour du fleuve. Donc on peut dire quelque part que ce fleuve Charente, il est nourricier. Il est nourricier bien sûr pour le papier, mais pour toutes les industries qui se sont développées. Et donc ce qu'on propose de raconter, c'est bien sûr comment on est allé du fleuve aux industries et du papier à l'image. Alors il est nourricier et il est aussi voie de communication et voie de navigation. C'est ça qui est extraordinaire. N'oubliez pas qu'avant l'arrivée du train en 1852 à Angoulême, à l'époque où bien sûr les avions n'existaient pas, les routes étaient très précaires, l'axe principal de communication était les fleuves. Et donc il faut imaginer que jusqu'en 1850 et même jusqu'en 1926, la fin de la navigation officielle sur la Charente, ce sont des centaines et centaines de gabarres, donc des bateaux à fond plat, qui tous les jours partaient du port Loumeau, ce grand port d'Angoulême qui avait été fondé par Philippe III le Hardi au XIIIe siècle, partaient de ce port des canons, du papier, du sel, des eaux de vie, toutes les productions bien sûr de la Charente, et partaient donc vers des bateaux qui les attendaient au quai de Rochefort pour embarquer sur les mers et pour porter les produits de l'Angoumois par de l'Allemande. Donc c'est une aventure formidable. On ne parlera pas des Vikings qui, eux, sont allés dans l'autre sens. Ils se sont introduits par la Charente. Tout à fait. Bon, alors maintenant que nous avons vu cette carte où on peut lire Chéronac, il faut dire que c'est en Haute-Vienne et que ça part vers le haut de la Charente, ça redescend vers Mans, Montignac, Angoulême, Jarnac, Cognac, Saintes, Rochefort et enfin Port-des-Barques.
Alors où allons-nous maintenant, Florent? Bien maintenant, nous allons rentrer dans une salle des machines qui est devenue aujourd'hui, je vous l'ai dit, un centre d'interprétation autour du fleuve où nous avons installé un certain nombre d'objets, d'œuvres et surtout des panneaux qui nous racontent cette histoire du fleuve aux industries depuis l'origine jusqu'à aujourd'hui quelque part. Donc nous avons ici la trace, bien sûr, des nombreuses roues à aubes. Certaines ont disparu et on voit encore sur les pierres la trace qu'elles ont laissée en tournant pendant des dizaines d'années. Oui, ça a frotté un peu sur la pierre. Et alors, Voilà. ça laisse une empreinte et c'est très intéressant parce qu'on voit la dimension de la roue. Tout à fait. Elles étaient vraiment monumentales et elles entraînaient toutes les machines de l'usine Lacroix au XIXe siècle qui étaient implantées ici et qui étaient extrêmement dynamiques. Alors c'est parcouru de très jolies cartes qui nous permettent de nous imaginer comment c'était, des photos des ouvriers qui travaillent ici, et on s'imagine, rien qu'à voir la photo en noir et blanc, ça accentue l'ambiance où on sent la sueur, la force, le dynamisme de l'eau qui entraîne tout ça, et il faut suivre, et puis en même temps des éléments publicitaires anciens du début 20e qui sont là devant nous et qui nous rappellent ce qu'on fait. Là, j'ai par exemple devant moi le camembert fabriqué en Touraine, qui s'appelle l'Hôtesse. Oui, parce que le musée du papier a la chance de conserver dans ses fonds des dizaines de milliers d'étiquettes de fromage. Puisqu'il y avait à Angoulême l'imprimerie Garneau qui produisait à peu près 75% des étiquettes de fromage réalisées en France. Donc c'est un fonds extraordinaire qui met en valeur à la fois les animaux, la nature et toutes sortes de beautés. C'est un des fonds du musée, bien sûr, et c'est du papier, évidemment. Alors, tout autour de ces étiquettes qui agrémentent le site, nous avons des maquettes. Oui, alors j'allais en parler, oui. Il y a des maquettes qui représentent ce que nous avons vu sur l'affiche, mais en relief de ce fleuve Charente, et puis aussi des maquettes où on voit les ouvriers au travail. Hein, c'est pas des Lego, hein, ce sont des jolies petites maquettes, un peu comme les crèches de Noël, Oui. qui nous permettent de voir comment on fonctionnait ici. Alors, celle qui est ici au centre a été réalisée pour les 30 ans du musée. On a souhaité faire réaliser une maquette d'un moulin à papier pour montrer comment, avant l'industrialisation, était réalisé le papier à la forme. C'est-à-dire qu'on voit ici l'origine du papier, souvent des vieux draps, du lin, du chanvre, des draps qui pourrissaient ensuite et qui étaient ensuite installés dans ce qu'on appelle une pile hollandaise ou avec des piles à maillet qui détruisaient en quelque sorte la fibre pour faire de la pâte à papier. Et ensuite, le travail bien sûr du maître papetier qui prenait sa forme, qui trempait dans ce bain et qui créait quelque part la feuille de papier. C'était le papier artisanal, le papier fait à la main, qui coûtait très cher parce que c'était feuille par feuille. Et après, bien sûr, le séchoir qu'on voit ici, le papier, évidemment, de son invention, un peu de son arrivée en Europe à partir du XIIIe siècle jusqu'à l'industrialisation au XIXe, était quelque chose de très coûteux. Mais ce qui est extraordinaire de penser, c'est que ces papiers produits à la base de textiles, de vieux draps, si vous voulez, a merveilleusement traversé les siècles. Et nous avons aux archives municipales à Angoulême des papiers du XVIe siècle qui sont restés blancs, intacts, qui ont traversé le temps. Ça prouve la qualité, bien sûr, de cette fabrication charentaise. Et ce moulin reconstitué ici, qui est assez beau, montre ce qu'était l'univers donc de ces moulins à papier de Charente, qui, je vous le disais tout à l'heure, étaient à peu près au nombre de 66 à l'époque de Louis XIV. Donc déjà, vous voyez, avant la Révolution, le papier s'était développé en Charente à partir du XVIe siècle, en raison de la qualité des eaux du fleuve et puis bien sûr de toutes les petites rivières autour, mais aussi de la présence, aussi bien sûr, de lin, de chanvre dans la région, qui permettait d'avoir un élément à la base de la production. Elle est très bien réalisée cette petite maquette, on voit les maillets qui permettaient de taper sur les vieux draps et d'en faire une pâte. Nous avons aussi la presse pour voyez, enlever l'eau du papier qui est réalisé derrière. Et si vous allez derrière la maquette, vous allez apercevoir l'eau avec la roue à aube. Voilà la roue à aube qui alimente la pile à maillet qui permet de faire marcher le système. Donc une vraie autonomie naturelle avec eh bien, une énergie propre, l'eau. Voilà. Sans compter les pelles, comme on dit, qui permettent
de ralentir l'arrivée de l'eau sur la roue ou de l'augmenter en fonction de la force qu'on veut donner, soit pour moudre le grain quand c'est un moulin à grain, ou soit pour faire du papier ici, pour entraîner toute la machinerie. Bien sûr. Alors on peut peut-être voir ça aujourd'hui encore au Moulin du Verger en Voilà, Charente. nous avons la chance d'avoir un film qui a été préparé avec bien sûr la participation de notre maître d'art, de Jacques Bréjoux au Moulin du Verger à Puy-Moyen, qui est un des rares, ils sont plus que 5 je crois en Europe, à fabriquer le papier comme on le façonnait au XVIe siècle, au Moulin du Verger à Puy-Moyen, avec, vous le voyez ici, eh bien les piles à mailler, voilà, qui écrasent en quelque sorte les fibres de lin, de vieux drap, et qui créent cette pâte à papier. Et on voit ici Jacques prendre sa forme et réaliser ces feuilles de papier. Jacques est vraiment un maître d'art exceptionnel et qui travaille comme autrefois. Et on peut dire que les papiers qu'il fabrique traverseront, j'en doute pas, les siècles futurs. Vos successeurs en parleront. Voilà. Alors où va-t-on maintenant, Florent? Parce que nous avançons dans l'émission, on va peut-être aller vers l'aujourd'hui. L'industrialisation du 19e siècle, avec ces magnifiques rouleaux filigraneurs qui nous montrent évidemment ce qu'était devenu l'industrie. On n'est plus dans le papier à la forme, on est dans des grands rouleaux filigraneurs. L'industrialisation. Alors il faut peut-être nous expliquer ce que c'est. En fait, ce sont des grands rouleaux dans lesquels sont imprimés comme des marques à la suite. Ça veut dire qu'on peut faire la même, par exemple, boîte à camembert, reproduire sur le... Comment dire? Je ne sais pas comment on va expliquer ça. On a la trace du filigrane métallique qui était présent déjà au Moyen-Âge dans le papier à la forme et qui va se continuer ici. C'est la signature du papier en fait, quand on regarde par transparence. C'est comme ça qu'on reconnaît les maîtres papetiers et les moulins de l'Angoumois sur les vieux papiers. On va reconnaître aussi ici, où la largeur et la hauteur de ces rouleaux filigraneurs. On n'est plus dans l'ère artisanale, on est passé dans l'ère industrielle, puisque ces rouleaux sont intégrés dans des machines. La machine à papier en continu, elle est inventée à la fin du 19e siècle, du 18e siècle par Nicolas Robert en 1799. La première en Charente sera installée sous la Restauration à Veuze, à Magnac, et elle arrivera ici en 1835 dans l'usine Lacroix, dans ces mêmes locaux. Donc c'est une machine qui fait un peu tout, qui est évidemment une révolution et qui va permettre une diffusion évidemment du papier à une manière beaucoup moins chère, qui va permettre la diffusion bien sûr aussi des idées, des livres, des journaux qui vont se multiplier au 19e siècle. Alors ce que je trouve intéressant, c'est quand vous évoquez ces noms, ces lieux, Veuze, Magnac, les Lacroix, toutes ces familles aussi, ça fonctionnait ensemble, tout ça, je suppose. On se passait les idées, on avait des ingénieurs, et puis on prenait les tournants d'une époque. Quand on regarde les films comme Au plaisir de Dieu pour les plus anciens, etc., on s'aperçoit de tous les changements très importants et qui ont un peu désarçonné beaucoup de monde dans cette industrialisation de la France au 19e siècle. Oui, ça a été une époque, on peut dire, des véritables empires, puisque l'usine Lacroix, les Lacroix, la Mijon, les La Roche-Joubert ont créé des usines à Angoulême et autour d'Angoulême qui ont rassemblé des milliers d'ouvriers et qui fabriquaient, ici du papier à cigarette, je vous l'ai dit, mais La Roche-Joubert, bien sûr aussi, beaucoup de cahiers, beaucoup de différents petits agendas et qui commerçaient comme ça avec le monde. Et c'est comme ça que cette idée de velin d'Angoulême s'est développée, ce très beau papier voilà, qui ressemblait à de la peau, hein, voilà, a fait le succès bien sûr du papier angoumoisin et a fait quelque part du bassin d'Angoulême un lieu référencé comme un secteur très important du monde du papier. Il y en a d'autres en France bien sûr et en Europe, mais le site d'Angoulême a été très très fort là-dessus et même je dirais, est resté pendant une centaine d'années actif. Alors maintenant, où allons-nous? Je pose toujours la même question puisqu'on déambule. On découvre ici différents papiers qui étaient produits par les usines d'Angoulême. Alors à peu près du verger, du velin, bien sûr, mais du papier Bible aussi, hein, voilà, papier à cigarette. Et là, nous sommes environnés par des bustes de ces barons du papier, comme on les a appelés. Alors on les reconnaît tous, ils se ressemblent un peu tous, ils ont des belles moustaches, des barbes, ils sont un peu bedonnants, ce sont des grands bourgeois du 19e siècle, mais qui ont eu un rôle extraordinaire parce que pour certains d'entre eux, ce sont des patrons sociaux. Ce sont des patrons comme Edmond La Roche-Joubert, ici Jean Edmond,
qui a su donner une impulsion en créant des industries coopératives, en ayant une politique sociale importante. Ce sont ici des hommes comme Léonide Lacroix, qui a créé, je vous l'ai dit, des crèches dans ses entreprises, et qui avait une particularité, c'est qu'il avait épousé une ouvrière. C'était très rare à l'époque. Oui, il n'était peut-être pas très bien vu par ses, Voilà. par ses collègues. Il avait épousé peut-être, dit-on, la plus belle de ses ouvrières. Et on peut expliquer que, bien sûr, elle avait peut-être eu soin de lui faire développer une politique sociale accrue, puisqu'en lui rappelant la condition sociale des autres. Ici, Édouard Brousseau aussi, qui sont des hommes qui ont eu vraiment toute une politique en faveur de leurs employés et qui sont restés célèbres et aimés un peu de leur personnel. Ça revient beaucoup quand même dans les histoires et les documents qui ont été rédigés sur ces hommes. Donc Bardou, René de Perpignan, Brousseau, Lacroix, La Roche-Joubert, Alamijon. On vient de recevoir dernièrement aussi un don magnifique de la famille Dubois, la famille de Veuze à Magnac, qui nous présente une cloche. Magnifique cloche de Veuze qui va être installée ici et qui rappelle le travail, la cloche qui convoque au travail. Oui, alors elle peut appeler à beaucoup de choses, la cloche, et notamment au travail et aussi à la fin du travail. Et puis partout, on a des vidéos qui permettent de voir le travail qui était fait ici à ce moment-là. Vous parliez des machines, là on voit du pliage automatique, voilà, avec un monsieur avec une très jolie gourmette qui nous montre ce travail. Et la croix de Saint-Cybar, voilà. Et ici des textes, des images qui montrent le travail des femmes dans les ateliers de façonnage. Ici, l'usine Lacroix, ici à Saint-Cybar. Et là également, vous avez une superbe machine, un superbe massicot, réalisé à Angoulême par un ingénieur d'Angoulême et par une fonderie d'Angoulême au XIXe siècle. Alors peut-être que maintenant nous allons passer à l'aujourd'hui du musée, voir d'autres salles, d'autres choses, je ne sais pas, parce que le temps nous est compté, il nous faudrait plus de temps encore pour visiter tout l'ensemble. Alors là, nous sommes sur le site, toujours Charente-Confluent, image d'un site, c'est-à-dire qu'on montre ce qu'était le site autrefois et ce qu'il est devenu aujourd'hui, avec ces images industrielles qui montrent comment le moulin a évolué, avec évidemment le développement de l'usine, comment ces bâtiments ont été transformés, comment les chais Magélis sont devenus aujourd'hui ce qu'ils sont, les brasseries alsaciennes, un site qui évolue au fur et à mesure du temps, et surtout qui s'ouvre vers le monde de l'image. C'est ce qu'on montre aussi dans ces salles et autour de tous ces cartels, avec des télévisions qui vous présentent ici le travail de beaucoup de jeunes qui, bien sûr, étudient l'image dans toutes ces écoles qui sont autour du musée. Et confrontation entre le passé et le présent, vous le disiez, à la fois donc ce tableau qui présente le campus de l'image avec toutes ces écoles, ces studios, et puis cette roue à aubes, la seule qui subsiste dans le musée, qui a été conservée. Qui est en métal, contrairement à certains autres moulins qui sont en bois. Qui est ajoutée au 19e et qui rappelle bien sûr la force hydraulique, celle de l'eau sur laquelle nous sommes. Pas oublier qu'il y a eu aussi une centrale hydroélectrique ici dans les années 80 qui rappelle la force de l'eau au milieu de ce site magnifique. Voilà, donc là on montre, si vous voulez, voilà, que ce site dédié au papier a évolué vers un site de l'image, comme la ville d'Angoulême. Le papier a su quelque part se reconvertir et Angoulême est devenue, depuis la bande dessinée essentiellement, depuis les années 70, la ville de l'image, la ville qui vit en ces images. Et on parle aujourd'hui de ce site du musée du papier comme justement la vallée de l'image. Bien, c'est une très belle présentation là aussi. Et là, je suis aussi impressionné par cette roue gigantesque. Et encore, nous, on est en haut de la roue. Si nous étions au pied, ça serait encore plus impressionnant. Et les vidéos qui passent des œuvres des étudiants qui sont ici dans cette école de l'image européenne et qui fondent, comme vous disiez, Angoulême comme une capitale, en tout cas comme une place qui compte et incontournable pour des jeunes qui aujourd'hui veulent se former. Voilà. Et j'aime toujours faire ce lien entre Adhémar de Chabannes, c'est ce moine du XIe siècle qui vivait en face dans l'abbaye de Saint-Cybar et qui illustrait déjà ces manuscrits conservés aujourd'hui au Vatican, dans différentes grandes bibliothèques d'Europe, et puis ces jeunes étudiants d'aujourd'hui qui travaillent l'image. Au fond, il y a un lien, il y a une continuité dans cette histoire de l'image à Angoulême, et le papier, bien sûr, a été ce support, cet intermédiaire essentiel, et on est là pour raconter cette histoire absolument passionnante qui nous promène dans l'espace et dans le temps.
Alors Florent, vous êtes le directeur de ce musée du papier, Florent Gaillard, et il y a toute une vie maintenant et des expositions. Il y a un aujourd'hui de ce musée, c'est-à-dire que ça n'est pas statique, ça n'est pas figé dans le temps, et la transition est toute trouvée avec ces images des jeunes qui font leurs œuvres ici, jusqu'à vos expositions qui vont de l'avant et qui collent à l'aujourd'hui de notre temps. Bien sûr. Et justement, on fait tout à fait le lien avec un site Rez de Charente qui est consacré donc à l'histoire et à ce qu'a été cette industrie. Et puis nos salles d'exposition temporaire à l'étage où nous allons monter et qui sont consacrées effectivement à des expositions pour beaucoup d'art contemporain, d'artistes qui travaillent le papier aujourd'hui, mais qui l'associent aussi, comme ça a été le cas avec l'exposition d'André Sedano, à la réalité augmentée. C'est-à-dire on est vraiment au cœur de cette histoire de la vallée de l'image. Vous avez une œuvre devant vous, mais vous prenez une tablette avec un QR code, et là vous avez toute l'histoire de l'œuvre ou de ce qu'elle représente qui est ici magnifiée. Donc c'est quelque chose d'assez extraordinaire et on a la possibilité comme ça d'être vraiment toujours au cœur de cette vallée de l'image, des techniques de l'image, tout en étant sur support papier. Et beaucoup de nos expositions ont montré tout cela. Les dernières, bien sûr, Audrey Sedano, qui était consacrée à ses œuvres sur les monuments d'Angoulême, mais aussi avant à ce film d'animation magnifique sur la guerre 14-18, la lettre de femme, qu'on avait proposé ici dans le cadre du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. On verra. Et puis d'autres expositions qui, bien sûr, ont eu un grand succès d'artistes contemporains. Et je pense à Li Hongbo qui a attiré ici un artiste chinois avec ses statues qui se déploient sur des dizaines de mètres, qui nous a attiré plus de 35 000 visiteurs, l'exposition d'origami, comme ici en 2011 avec Éric Joisel, 36 000 visiteurs. Le public est vraiment présent. On est très heureux d'avoir fidélisé comme ça un public qui est toujours à la recherche d'émerveillement. Et ça me rappelle bien sûr ce que m'avait dit un jour un de mes élus en me disant: Florent, ici, le public doit trouver du rêve. Donc, offrez du rêve à vos visiteurs avec du papier. Et c'est vrai qu'avec le papier, on fait tout. C'est un support essentiel de l'homme. Et les artistes, depuis toujours, ont travaillé le papier. Et on essaie bien sûr de continuer à proposer des expositions qui offrent ce rêve. Et dans quelques semaines, nous allons avoir ici une exposition magnifique des arts de l'islam avec des prêts du Louvre d'une très 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 grande qualité, des manuscrits aussi remarquables. Et puis dans quelques mois, un peu plus tard, également une exposition qui sera consacrée à la nature, à la faune et à la flore en papier avec des prêts de grands musées et encore la réalité augmentée autour de certaines œuvres, autour de certains films d'animation qui mettent la nature, la faune, la flore qui environne notre musée. Nous sommes sur l'eau en valeur avec des oiseaux, des insectes, des poissons, des petits animaux, tout cet univers, tout ce bestiaire qui fait notre bonheur. On vous écouterait des heures, Florent, mais il ne nous reste plus que 5 minutes, alors il faut qu'on aille vraiment dans les étages pour voir avec voilà, vos collègues qui travaillent avec vous. On sent bien toute l'animation qui règne ici. On repasse dans la partie moulin pour aller de l'autre côté. Voilà, on traverse les salles, on va gravir un escalier. Alors si vous écoutez cette émission, là nous enregistrons au mois de novembre, mais il y a des rediffusions. Les dates qu'a donné Florent Gaillard sur les expositions, ça sera peut-être passé, mais en tout cas, ça vous donne un exemple de ce qui se passe ici au Musée du Papier. Alors, sans jeu de mots, on rentre dans un univers plus feutré maintenant, de salles avec des livres qui nous entourent, avec des portraits. Alors, je vous laisse commenter. C'est peut-être votre bureau d'ailleurs, Florent. C'est un open space, comme on dit aujourd'hui. Voilà, un bureau ouvert, salle de réunion, bien sûr bureau de moi et de ma collègue Claire, mais également une salle de documentation ouverte au public sur rendez-vous, où nous avons plus de 1000 livres consacrés au papier et à toutes les techniques de fabrication de papier, mais aussi à l'impression, sous le portrait qui nous préside cette salle de Léonie Delacroix par Armand Vergeot, un très beau tableau qui, bien sûr, montre l'importance de l'industrie papetière. On y associe l'art contemporain parce que nous avons aussi au sein du musée une artothèque, c'est-à-dire comme une bibliothèque. On prête des œuvres d'art contemporain sur support papier. Une très vieille artothèque puisqu'elle fait partie des premières, elle a une quarantaine d'années
et elle est implantée ici au sein du musée du papier. Nous avons des personnes donc, qui viennent comme ça changer le décor de leur chambre, de leur salle à manger, de leur salon régulièrement pour une modique somme d'abonnement par an. Et nous avons à peu près 1000 œuvres d'art contemporain. Ici, c'est Marilyn Monroe, voilà, qui préside C'est aussi ça. aux destinées, vous l'avez reconnu. Le hall du musée qui nous conduit vers une autre salle bien sûr importante, c'est la boutique, puisqu'on a la chance d'avoir dans ce musée un certain nombre d'œuvres que nous avons fait reproduire et que nous vendons ici dans la boutique. Et là, nous avons Jean-Paul Ouspirès qui nous accueille, qui accueille le public, voilà, tous les jours, l'après-midi, de 14h à 18h, et qui propose, vous voyez ici, des produits très variés, des ouvrages, des cartes postales, des affiches, tout ça bien sûr en papier, et qui raconte l'histoire d'une exposition, l'histoire du lieu, l'histoire du papier, pour tous les âges. Et on est très heureux de pouvoir proposer à notre public tout cela. Alors Jean-Paul, ça fait quoi de travailler dans cet endroit? C'est plaisant, il y a un beau cadre, donc c'est parfait. Alors, on vous souhaite bon courage, mais il en faut un petit peu, mais on est tellement baigné dans un environnement sympathique que ça ne peut être qu'agréable. Merci beaucoup à vous. Alors, on passe dans une autre salle, donc c'est peut-être l'Artothèque ici. Voilà, l'Artothèque, je vous parlais de ces 1000 œuvres donc, qui sont allouées régulièrement. C'est Leïla Bouazaoui qui s'occupe de l'Artothèque, qui travaille ici, qui a un public qui vient régulièrement donc, pour changer le décor d'une pièce de sa maison et qui adore venir trouver ici quelques œuvres d'art contemporain sur support papier, donc estampes, photographies, sérigraphie. Donc si je suis abonné, je peux venir prendre des tableaux et les accrocher chez moi et vous les ramener au bout d'un certain temps. Avec grand plaisir. Et là, on traverse deux autres grandes salles qui sont, vous voyez ici, en préparation aujourd'hui. Ce sont nos salles d'exposition temporaire où nous accueillons donc toute l'année à peu près 3 expositions par an, généralement une exposition BD, une exposition un peu intermédiaire et une troisième qui dure généralement 8 mois. Là, on prépare donc cette exposition avec des prêts exceptionnels du Louvre des arts de l'islam qui sera visible à partir du mois de novembre jusqu'au mois de mars. Et puis, on traverse également ici une deuxième salle, voilà, où on aura également toute une série d'œuvres et un système vidéo aussi de projecteurs qui nous présente aussi des images pour ne pas oublier la partie visuelle et la partie documentée. On peut aller voir notre médiateur, peut-être qui doit être dans son bureau, voilà, qui accueille le public régulièrement. Voilà, on passe dans une petite cabine et ensuite dans un bureau. Il y a des pots de peinture et voilà, il n'est pas là. C'est un moment important parce qu'il accueille des jeunes là, il doit être, je pense, à l'extérieur. Donc David accueille tous les jours des groupes scolaires, des groupes adultes, des visiteurs pour des visites commentées. On a de plus en plus dans les musées l'habitude maintenant d'avoir des visites commentées, guidées, qui permettent de mieux comprendre à la fois le lieu, à la fois une exposition temporaire, sur des thèmes précis également. Il anime des conférences, puisque le musée a une activité importante en matière de médiation. On a vraiment un public fidélisé qui vient régulièrement et qu'on a la chance de retrouver. Après ces mois qui ont été durs, de 8 mois de fermeture à cause de la Covid, le musée est en pleine renaissance et c'est un bonheur, puisque un musée, c'est fait pour être ouvert et plus il y a de personnes, plus on est heureux. Alors vous parliez de la médiation, c'est un métier assez intéressant, pas toujours connu ni facile, et un métier qui permet d'avoir une pédagogie vers le public et notamment vers les enfants, les classes, etc. Et comment, avant de terminer l'émission, choisit-on les œuvres? Est-ce que c'est vous? Est-ce que dans votre open space, vous vous réunissez et vous faites marcher vos petites cellules grises, comme dirait Hercule Poirot, pour faire venir ici telle ou telle exposition? Oui, effectivement, c'est vraiment un travail d'équipe au Musée du Papier. Et alors, c'est vrai que nous avons parfois des élus qui souhaitent bien sûr avoir une exposition sur un thème particulier. Mais généralement, ce sont effectivement des décisions qui sont prises, bien sûr, après une présentation devant le maire et devant les élus, par l'équipe qui fait des propositions. Et on est généralement tous d'accord sur les thèmes. Et on essaie toujours d'avoir cette idée première du choix qui va impressionner le visiteur et du choix qui va émerveiller le visiteur. Et le papier offre une telle variété, les artistes aujourd'hui qui travaillent le papier, une telle variété dans la création que nous avons toujours eu des idées, je crois, exceptionnelles. Mais c'est des décisions collectives. Les propositions se font en groupe toujours. Écoutez, pour l'instant, là, on est assez heureux de nos choix et on essaiera toujours de garder ce niveau
élevée, de qualité d'exposition pour que le musée continue à vivre et à rayonner ici, mais bien plus largement aussi en France et dans le monde. C'est le mot de la fin. Merci Florent Gaillard-Gentillot, qui est le directeur de ce musée du papier et également le directeur des archives de la ville d'Angoulême, de nous avoir reçus au musée du papier. Merci à Valentine qui nous fait la prise vidéo. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine émission de En direct de chez vous.